Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Je vais commencer un peu lentement puisque je vois que les gens continuent de rejoindre la table ronde. Donc, nous sommes actuellement 135, 137 désormais. Donc, je vais commencer la présentation et puis je reprendrai si nécessaire par la suite. Donc, je suis Osensei et j'ai aujourd'hui la chance, l'honneur même, d'avoir été invitée à animer cette table ronde. Donc, avant de commencer, je vais brièvement m'adresser en anglais aux auditrices et auditeurs anglophones afin de leur expliquer comment suivre cette table ronde en anglais. Hi everyone, so my name is Osensei and I have the chance, I could say the honor, to have been invited to lead this roundtable today. If you're an English speaker, note that the roundtable is being translated in English in live by two professional translators, Mario and Stephanie, which I would like to thank for their time, their support, and precious talent. To switch to English, please click on the bottom of your Zoom screen. There is a globe feature, so you can switch language, and all the roundtable will be translated. Pour les auditeurs et auditrices français, pour information, une partie de cette table ronde sera également en anglais puisque l'une de nos intervenantes, Halima Rached, s'exprimera dans cette langue. Donc, si vous souhaitez également changer pour écouter la version française, vous pouvez également cliquer sur le globe en bas de votre écran et sélectionner la langue française au moment où Halima s'exprimera. Bon, je pense que le nombre de participants est à peu près, de participantes est à peu près stable, donc nous allons pouvoir commencer. Je reprends la présentation. Je suis donc Osensei. Je suis donc Osensei et je suis doctorante en sociologie, membre d'un groupe de recherche sur les inégalités dans le monde des arts visuels. Donc, c'est un groupe de recherche franco-britannique dirigé par Alain Quemin et Catherine Brown. Et je suis également la fondatrice et directrice de la galerie d'art contemporain ONA. Donc, ONA est une galerie d'art contemporain qui représente des femmes artistes qui travaillent dans la péninsule arabique et dont les œuvres remettent en question, disons, les représentations dominantes, mais aussi les récits historiques, politiques et sociodominants. Alors, l'objectif de ONA est évidemment de promouvoir ces artistes, mais également de collaborer avec des chercheuses, des chercheurs, des critiques d'art et commissaires d'exposition pour contribuer, ou en tout cas encourager la production de contenu critique. Donc, un grand merci avant tout à toutes et à tous de votre présence en très grand nombre puisque vous êtes plus de 400 et vous êtes inscrits pour cette table ronde. Nous sommes actuellement 160, donc c'est énorme. Merci à tous d'être ici. Et cette table ronde est organisée par l'Alliance française de Bahreïn en partenariat avec le Centre Pompidou, l'UQAM, MADCAF et la Galerie ONA. Et dans le cadre du MOOC Elles font l'art. Donc, c'est un MOOC qui a été organisé par le Centre Pompidou. Si vous n'y êtes pas encore inscrit ou inscrite, je vous encourage vivement à le faire. C'est gratuit et c'est vraiment une mine d'informations sur une histoire de l'art au féminin. Je tenais également à remercier les organisatrices, en particulier Cécilia Altieri et Fernand Martin, de nous offrir cette table ronde de grande envergure qui rassemble des intervenantes expertes dans leur domaine autour du thème Femmes et identité culturelle. Pendant l'heure qui va suivre, nous allons donc découvrir avec elles des œuvres et les écouter, discuter et débattre de ce thème. La reconnaissance des femmes artistes dans le domaine des arts visuels, tout autant que la représentation des femmes dans l'art, nous pourrions évidemment étendre ces sujets à bien d'autres domaines, mais nous en tiendrons aujourd'hui au domaine des arts visuels, sont des sujets essentiels. Certes, ce sont des sujets qui ne sont pas nouveaux, puisque des historiennes de l'art, des chercheuses féministes, dénoncent depuis longtemps déjà les inégalités dans ce domaine, mais aussi le male gaze ou la sous-représentation des artistes femmes dans les institutions. Cependant, les recherches et rapports récents, l'influence des mouvements civils, la multiplication également, pardon, excusez-moi, j'ai été 2 secondes déconcentrée. La mobilisation de chercheuses, d'artistes et professionnels du monde de l'art ont récemment permis de mettre en lumière ces inégalités, entraînant ainsi une prise de conscience plus généralisée et un début d'aggiornamento de la part des institutions. Alors ici, je parle de l'invisibilisation des femmes artistes,
et de l'objectivation du corps féminin dans le domaine des arts, mais la réflexion est évidemment plus large, car nous ne pouvons plus penser aujourd'hui les inégalités en termes de genre seulement. La réécriture de l'histoire de l'art, l'écriture de l'histoire de l'art au présent, doit également tenir compte des artistes issus des minorités, des artistes longtemps marginalisés, ignorés et cantonnés à la périphérie d'une histoire de l'art largement masculine et occidentalisée. C'est pour cette raison que nous avons décidé de réunir pour cette table ronde 4 chercheuses, professionnelles de l'art et artistes, issues de pays et de cultures différentes, et qui contribuent chacune à écrire le présent et le futur de l'art. 4 intervenantes que je vais maintenant présenter. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas partagé mon PowerPoint, ce que je vais faire de suite. Voici mon PowerPoint. Hop. Et je vais commencer par présenter la professeure Thérèse Saint-Gelais. Alors, Thérèse Saint-Gelais, vous êtes donc professeure titulaire au département d'Histoire de l'art et directrice de l'Institut de recherche et d'études féministes à l'Université du Québec à Montréal. Vous enseignez l'histoire de l'art contemporain, l'apport des femmes aux arts visuels et à l'histoire de l'art et au cycle supérieur en études féministes. Vous avez été, entre autres, commissaire de l'exposition sur Rada Amer au Musée d'art contemporain de Montréal en 2012 et vous avez également collaboré à plusieurs ouvrages collectifs, dont Desire Change, Contemporary Feminist Art in Canada. Vous êtes également membre du réseau québécois en études féministes. Je vais désormais présenter la deuxième historienne de l'art et curator, Wada Lakidi. Donc, Wada, vous êtes la cofondatrice de MADCAF, vous êtes aussi commissaire d'exposition et historienne de l'art, et vous vivez entre Paris et Doha, Doha qui est située au Qatar. Vous avez travaillé pendant 4 ans au MADAF, le musée arabe d'art moderne de Doha, comme commissaire adjointe et vous organisez depuis des projets et expositions pour des collectivités locales et internationales. Vous avez été formée en muséologie au University College London et en histoire à Paris 4 et actuellement vous êtes doctorante à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et vos recherches portent sur l'histoire de la performance et ses pratiques contemporaines dans le monde arabe depuis 1980. Je vais désormais présenter la première artiste, Alimama Rached. Donc, Alimama Rached, vous êtes une artiste visuelle koweïtienne qui travaille sur le discours de votre propre corps en tant que concept que vous avez forgé, cyborg musulman ou musulman cyborg, qui est une identité qui fluctue entre l'Occident et l'Orient. Vous avez obtenu un MFA en Beaux-Arts à la Parsons School of Design en 2019 et également un BFA en Beaux-Arts à la School of Visual Art en 2016. Vous avez participé à diverses expositions à New York, notamment au Czech Center, au Parsons Project et à la New School, ainsi qu'à une exposition virtuelle et personnelle avec la galerie Bawa. Vous êtes également lauréate de la bourse de maîtrise et du programme de bourse au mérite du ministère de l'Enseignement supérieur du Koweït. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de changer mes slides. Voilà. Et vous êtes également boursière du Professional Development Initiative Programme. Vos travaux ont été publiés dans Harper's Bazaar Arabia, ainsi que dans Vogue Arabia, The Visionary Project et dans 7 Days Expanded Edition Paris eBooks. Je vais désormais présenter la deuxième artiste et quatrième intervenante de cette table ronde, Alia Zalouta. Donc, Alia, vous êtes à la fois artiste plasticienne et commissaire d'exposition. Vous vivez et travaillez aux Émirats arabes unis. Et donc, vous avez anciennement été conservatrice adjointe pour l'art contemporain et moderne au Louvre Abu Dhabi. Et en parallèle, vous avez entrepris un doctorat avec des recherches qui portent sur l'histoire et le développement des arts visuels dans les Émirats arabes unis, les effets de la mondialisation et la quatrième révolution sur la production, la terminologie et l'identité visuelle des arts visuels aux Émirats arabes unis et dans le monde. Vous avez également travaillé comme commissaire d'exposition pour l'inauguration inaugurale de la réouverture de la Fondation culturelle à Abu Dhabi et pour le projet contemporain Collab, pour lequel nous avons eu la chance de collaborer dans le cadre du programme culturel franco-émirien. Vos œuvres ont été présentées dans des expositions à travers le monde, aussi bien au Bangladesh qu'en Espagne, en Allemagne, à Venise, à New York, à Bethléem et dans encore plusieurs autres endroits, et fait partie de prestigieuses collections. En 2020, vous avez également collaboré avec Louis Vuitton. Alors, je tenais vraiment et sincèrement à vous remercier toutes les 4, Alia, Alimama, Wada et Thérèse, d'avoir accepté cette invitation à débattre, à partager avec nous votre expertise et votre expérience.
Avant de vous donner la parole, je vais brièvement présenter le déroulé de cette table ronde qui sera découpée en 4 séquences. Chaque séquence sera inaugurée par la présentation d'une œuvre par l'une des intervenantes et sera suivie d'une question et d'une discussion entre vous. À l'issue de ces 4 séquences, nous ouvrirons la discussion avec le public. Vous pourrez donc poser vos questions ou faire part de vos réflexions ou interrogations directement aux intervenantes. Alors, nous allons commencer avec la première présentation d'œuvre dans la séquence 1, le corps, the body, et je vais donner la parole à Ali Mama. Hi everyone, thank you for having me in this panel today. It's a pleasure to be among such intellectual and wonderful women. And I wanted to basically introduce myself through this artwork today. This artwork is titled أراك كل يوم إنك تهوى ما قتلت, which is in Arabic, which means I see you every day because you have adored what you killed. I selected this painting because this painting was one of the first paintings I've done as soon as I moved back from New York City. So I've been in New York for the past 7 years. And as soon as I moved back to Kuwait, that was the first work that I came up with. And this work pretty much sums up the manifesto, I want to say, of my practice. So it introduces the idea of the Muslim as cyborg to me pretty in a way that is theoretical and in a way that is visual. So this work basically investigates my body and my self-perception towards my 7-year body in New York. And I wanted to basically present the body in a way where I'm talking about the fleshed body of the past and my present body, looking at it from the perspective of from Kuwait, basically, and gazing back to my New York body. And I wanted to paint the body as well in a flatted manner, reflecting the body of the past. And the body is wired basically with barbed wire. And the reason why I wanted to do that was basically to make the toxic gaze tangible to the viewer. So as human beings, we normally look at physical bruises. We are able to identify them. But in regards to emotional bruises or emotional damage, we aren't able to view that tangibly. And I placed the barbed wire in places where I am personally insecure about as a woman growing up, as a Khaliji Muslim woman. So the barbed wire is basically arched like around or wrapped around actually places on my leg, which indicate places of my stretch marks, and around the torso as well, and my tummy, indicating my chickenpox marks. So growing up, I never had the, I want to say, chance to see my story as a Khaliji Muslim Arab woman being brought out into the media. I was constantly comparing myself, I want to say, to the Western ideal, the Western porcelain body in a way. And I didn't know how to make sense of that. And once I was in New York and once I went through certain, I want to say, traumas that I've been through, ranging from racist acts to racist interactions within the art industry, within the academic realm as well, I realized that I needed to speak about this basically. So this painting was done as soon as I finished grad school, and I wanted to do it in Kuwait as well, and started it in that way to condense the formula of the Muslim as cyborg. And by cyborgian, I do not mean the mechanical or the machinery in a way. I mean the cyborg or the body in transformation through spiritual intelligence. And the body kind of fluctuating within itself and creating multiple liminal bodies. So the two bodies that I identify with is the fleshed body, the skin, and the thobe body, which is the thobe is basically the garment that a Muslim woman wears during prayer, basically. And through these two bodies, I am able to combine them and create the Muslim cyborg. And through the works on canvas, I'm able to birth different bodies every single time. So every canvas is a theory, really.
And then I distort this narrative of the body by including symbologies that I see either within the everyday. For example, the apple. The apple usually is a reference of, Adam and Eve. It's a religious story. It's something that is easily identifiable. However, I wanted to kind of wipe that out and tease something that's a little bit more personal to me and also quoted with humor. So during the process of that painting, it was apple season in Kuwait, and I was having apples every single day. And that was the first symbol to me, or an indicator of having that interest within including my everyday narrative or my everyday kind of routine within my heavy narrative, I want to say. And then there are compartments where also I create these symbologies or these smaller figures, such as the angel that is contained within the womb. It's basically an indicator, a symbology of the savior self. So myself as a savior. And that was kind of a way that I want to say advanced my idea of womanhood and what womanhood as well means to me. So womanhood interpreted through being a savior to yourself and saving yourself and reclaiming yourself and reclaiming what you mean within your culture and outside of it. So this painting in a way condenses all of these ideas in a way that's quite, I want to say, like concise for myself as the painter, basically. And in regards to the ornament as well, the ornaments within the painting itself, it was actually a reference to my studio space before the walls were painted white. So my studio space was actually striped, it was brown, and it had these columns that are like referenced in the paintings that are heavily ornamented with Ottoman patterns and these floral kind of patterns. So I exaggerate them and I romanticize them and I activate them with living and breathing indicators. That's why you can see an eye, you can see indicators of the humane in it. So it's living and breathing. And that's also something that I do with my paintings, is that I stage the narrative. It's a way of, again, not only reclaiming my story, but as well of, I want to say, playing with the story and thinking critically about it. So the act of play recently has been very, I think, important for me to condense it with my research and with my narrative, and to push the personal even more, I want to say, through symbologies and through other indicators as well. So yeah, that's briefly the nutshell of the work, I want to say. Thank you so much, Halimama, for this very detailed presentation and for sharing with us your very personal and intimate experiences. Désolée, je parle en anglais, je suis supposée parler en français, mais pour rappel, si vous souhaitez suivre la conférence en anglais, vous pouvez cliquer sur le globe en bas de votre écran Zoom et vous pouvez passer à la langue anglaise. Je vais donc poser ma question, je vais donc continuer en français, la traduction est activée. Je disais donc en français, merci beaucoup Halimama d'avoir partagé avec nous cette œuvre, mais aussi ton expérience intime en tant que femme musulmane, ainsi que le rapport que tu entretiens, le rapport complexe que tu entretiens avec ton corps. Au cours de cette présentation, tu as abordé plusieurs sujets qui, à vrai dire, contiennent déjà des éléments de réponse pour ma première question. Donc, ma première question est que signifie pour toi et pour vous, puisque l'ensemble des intervenantes seront ensuite invitées à répondre, que signifie pour vous le corps féminin et quels sont les enjeux liés à sa représentation et à sa performance dans les pratiques des femmes artistes? Alors, Halimama, je te laisse répondre en premier, et puis ensuite, Wada, Thérèse ou Alia, n'hésitez pas à prendre la parole pour échanger entre vous sur cette question. Merci. Sounds good. So I think in order to answer this question in a way
where I'm speaking from the present and not from the past. So I think it's really in regards of discovering, you know, my womanhood and my own idea of femininity. I want to say it was very, very important for me, and still is important for me, is to first of all situate myself in different parts, not only I want to say different parts of my culture, because that's the broader scope, but different parts of myself. So something that I had to personally navigate as well, with I want to say growing up, and as well with being here, even in my own culture, let's say, is kind of my, you know, my spiritual or my humane self, my flesh self, with my symbology, my chosen symbology. I wear hijab basically, and I wore hijab since I was 14, and it was my personal choice. And people perceive you differently with a hijab and without a hijab, and might, you know, not only perceive you differently, but even perceive, let's say, the way I want to say you articulate your womanhood, you articulate yourself as a human beyond gender even. And I think it was important for me not to necessarily worry about how people perceive me, but how I perceive myself. And I found that the best way personally for me to navigate that is that I realize I'm way beyond just this body. I have multiple bodies, and these bodies exist in my work, and they exist outside of my work. They exist while I'm going about my day. They exist while I'm in prayer. They exist while I'm sitting down with my family or friends. So, and I think we have so many bodies, regardless of your gender, to discover throughout your entire life. So how many bodies can you come up with in your lifetime? And how many of those bodies can, I want to say, activate different spaces as well? So where do they exist spatially as well? Are they internal? Are they external? So I like to tackle that question in a way where it's not just situated within culture, within even this earthly time, you know. And I like to think of the spiritual, and I like to think of the transcendent body in general. And I think as well, something that needs to be said as well, as a Muslim woman as well, being and living in New York and in the West as well, I have to as well learn how to, you know, as well, you know, articulate these experiences that I've been through. What do you do, for example, when someone throws a racist comment at you? What do you do when someone, for example, removes your hijab from your head? How do you tackle these things? And how do I address them, not only outside of myself, but, you know, within myself? And that was something that I worked on, I want to say, for the past 3 years. And I healed myself from myself, and I activated within the work. So my work is my healing for sure. And I hope that my work not only reaches kind of the, I want to say, the immediate audience, just people in my culture, no, but I wanted to be able to let anyone access this work, regardless of your culture, race, gender. And that's why I love to kind of keep an open, I want to say, an open space for people to determine these I want to say, questions, or to tackle or contemplate these questions. It's a space to freely theorize, I want to say. So yeah. Wada, Alias ou Thérèse, si vous souhaitez réagir sur cette question ou répondre à cette question, que ce soit de votre point de vue personnel, de votre, à partir de votre Je peux peut-être intervenir? Bien sûr. Ça va? Vous m'entendez bien alors? On vous entend. Je vais essayer d'être brève. Moi, je suis surtout comme enseignante que je penserai à la représentation du corps, puisque bon, je ne suis pas du tout artiste. Et moi, je réagis à la représentation du corps des femmes dans l'histoire de l'art, et qui a le plus souvent qu'autrement été montré comme objet dans l'histoire de l'art. Comme vous le savez, je pense que je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, et qu'il y a depuis les années 70 peut-être la nécessité pour les femmes artistes de se montrer comme sujet
dans l'histoire de l'art. C'est extrêmement important comme sujet agentif aussi, qui a un certain pouvoir. Le, et depuis, les femmes ont senti la nécessité de représenter les enjeux qui sont liés au corps des femmes. Et ces enjeux sont très nombreux. Et c'est pour ça que la performance a été souvent privilégiée parce qu'elle permettait de représenter directement le sujet femme. À cet égard, je crois donc que le corps des femmes dans l'art plus actuel, non seulement peut, mais doit apparaître comme lieu de résistance et de pouvoir, comme lieu donc d'agentivité. Et l'un des corps qui est exclu de la représentation, c'est le corps souffrant, le corps qui a connu des violences, qui est exclu du champ social, alors que c'est une réalité qu'il faut montrer, comme je le ferai tout à l'heure en vous présentant mon œuvre. Alors, je laisse la parole à d'autres maintenant. Merci. Je vais peut-être intervenir. Bonjour à tous et toutes. Alors, pour répondre à ta question, je trouve que le corps féminin est souvent animé. On n'entend pas Wada. Vous n'entendez pas? Moi, je vous entends. Moi, Ok, je vais essayer de me rapprocher de mon écran. Ok, alors je trouve que le corps féminin est souvent animé d'une intention évidente de se reproprier un territoire qui leur appartient intérieurement et de repousser ses limites plus loin que ce qui est communément admis dans le sens de l'auto-émancipation. Et du coup, la représentation d'un corps féminin se transforme en un capital symbolique qui est visible, un moyen de transgression, de suppression et remettre en cause des dichotomies métaphysiques, éthiques et génériques, aussi bien que politiques. Il abandonne le statut de matière simple et il se pose comme le contexte magistral d'une stratégie de création, d'invention et d'intervention. En ce sens, l'invisible s'incarne dans le visible, ce qui est le corps, par le contraire. Et concernant sa performativité, le corps devient tout simplement un instrument de mesure de temps et de l'espace, revendiquant ainsi pour les femmes le droit de faire face et de réagir contre les établissements culturels et traditionnels dans le contexte qui est plus spécifique dans la région du Golfe, par exemple. Merci Wada. Alia, est-ce que tu souhaites réagir peut-être à cette question? Bonjour tout le monde. Ali Mama, j'aimais bien la peinture que vous avez choisie et j'aimais aussi beaucoup l'histoire que tu as racontée parce que moi aussi, je suis une femme du Golfe et je crois que nous sommes plus ou moins le même âge et, quand vous avez raconté cette histoire, moi, j'avais une histoire, c'est pas pareil, mais aussi ça me fait un peu inconfortable, on peut dire, parce que il y avait un projet au début, c'était l'année 2006, et j'ai fait des autoportraits. Et des autoportraits que j'ai étudiés, les photographes que mon ami Ala Idriss a pris de moi dans un moment très élongué, et j'ai peint cette peinture. J'ai peigné cette peinture. Et après, quand j'ai exposé les peintures, pour moi, c'était en fait la relation entre la photographie et la peinture.
et la philosophie du temps ou bien des mémoires ou des images qu'on prend avec des machines ou avec la lumière. Euh, la peinture qu'on fait, on peut dire la machine et la tête. Et comme ça, quand j'ai exposé les œuvres, la première question, c'était d'identité et le voile et le féminisme et tout ça. Mais si moi, j'étais avec le voile depuis longtemps, comme Ali Mama aussi, peut-être 16 ans, c'était aussi mon choix et j'ai aimé le voile et j'ai pas aimé euh, l'histoire. It's fake, like it's not the real story. C'est pas l'histoire que je veux raconter. Je veux raconter une histoire du temps, l'histoire d'un moment avec mon ami qui me regarde très clairement, mais un peu floué. C'est quelque chose plus que l'identité arabe ou islamique. Merci beaucoup, Alia, pour cette réponse, à vrai dire, puisque vous m'offrez la parfaite transition vers la seconde séquence de cette présentation, alors, qui est donc identité culturelle et identité politique. Et pour inaugurer cette seconde séquence, Thérèse Saint-Gelais va nous présenter une œuvre de son choix, qui est celle de Rebecca Belmore, qui s'affiche sur mon écran. Thérèse, c'est à vous. Merci, Océane. Alors, parce que cette table ronde porte sur la question du corps, d'identité et de la culture, j'ai cru bon de mon côté de présenter une œuvre où ces trois thématiques-là pouvaient se croiser, mais aussi nous confronter, nous, à tout ce que nous entendons par identité culturelle, par la représentation du corps principalement. Alors, c'est une œuvre de Rebecca Belmore, Frange, une artiste qui est née en 1960, une artiste des Premières Nations. Et c'est la première femme artiste autochtone à représenter le Canada à la Biennale de Venise en 2005, ce qui est important, évidemment. Ici, ce que l'on voit, c'est la représentation d'un corps idéalisé, rappelant les nus de la grande histoire de l'art. Évidemment, qu'on pense à l'odalisque d'Ingres, entre autres, mais à tous ces corps de femmes idéalisés. Mais c'est aussi la représentation aseptisée d'un corps. À la limite, on pourrait même penser au corps christique, au corps du Christ, avec le voile le voile blanc qui recouvre la partie sexuelle de la femme. Alors qu'en fait, c'est un corps blessé, qui laisse voir une évidente cicatrice qui apparaît sur le dos de la femme, une blessure que l'artiste a hautement esthétisée par les franges, de là le titre d'ailleurs, par les franges rouges constituées de petites perles utilisées dans l'artisanat des Premières Nations. Des petites perles rouges comme le sang, évidemment, qui évoquent la violence faite aux femmes, comme il peut en être de ces blessures faites aux femmes des Premières Nations, sans que l'on veuille reconnaître ces blessures, sans que l'on veuille reconnaître ces violences faites aux femmes. Et ceci fait partie d'une réalité brutale au Canada. Il y a encore beaucoup de femmes disparues et sur lesquelles on ne veut pas se prononcer ou agir. À la suture du corps se joint la couture artisanale, comme on la voit sur les vêtements, sur les chaussures, par exemple. C'est un rappel éloquent à la culture des Premières Nations, souvent identifiée par un folklore qui les réduisent à une espèce d'exotisme de pacotille, qui signifie combien elles sont identifiées à des marchandises, à des objets, plutôt qu'à des êtres humains. C'est là l'identification d'une nation, d'une culture pour laquelle nous ne voulons pas reconnaître.
ce à quoi correspond la vie réelle des femmes. Et là, je l'utilise dans le sens où Judith Butler, que vous connaissez probablement, l'a utilisé déjà. Cette vie réelle qui est entre autres marquée par les nombreuses disparitions. Fringe, c'est la frange, mais c'est aussi la lisière périphérique où se trouvent les femmes minorisées. Et le sujet minorisé a une dimension politique qui impose une position de résistance face au pouvoir qui le domine. Alors, c'est ce qui explique que j'ai choisi de vous montrer cette œuvre aujourd'hui. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Thérèse pour cette présentation d'une artiste qui est effectivement aujourd'hui internationalement reconnue et dont le travail porte, comme vous l'avez si bien mis en évidence, sur les liens justement entre le corps, mais aussi la reconnaissance des minorités et la justice sociale. Alors, cette présentation m'amène à la seconde question, qui est: est-ce que les liens avec sa culture d'appartenance se manifestent nécessairement dans le travail d'un artiste? Et à quel moment passe-t-on d'une identité culturelle à une identité politique? Ou plutôt même, à quel moment les artistes peuvent-ils ou peuvent-elles utiliser leur art comme moyen de revendication politique? Thérèse, peut-être si vous voulez commencer par répondre, et puis comme tout à l'heure, nous passerons. Écoutez, Océane, j'ai envie de laisser la parole aux autres parce que mon œuvre était assez significative Tout à fait. d'appartenance à une identité et je reviendrai plus tard avec les autres questions, si vous permettez. Très bien, bien sûr, bien sûr. Alimama, Wada, Alia, si vous décidez, voilà, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas. Alors peut-être pour, comment dire, I can go ahead. Thank you. So I think to answer that question is, I think we are all somewhat connected to our culture or connected to our homeland in some way or another. I mean, it's something that's within your blood and within your genetic makeup. It's something that you can't deny, and it's something that's within you. Sometimes you can choose to speak about it, sometimes you can't, but at the end of the day, it does influence you regardless, whether you choose to or not. Because again, I think environments and spatiality and culture specifically is always surrounding you, and it's embedded within you, and it's an environment, and an environment affects the presence of the body. It's like the vessel of the body in a way. So it's something that's, to me, that is undeniable. However, I think when it comes to speaking about the work politically, I think there are many borderlines. I feel like that sensitive borderlines that can come within that, you know. Personally, I think that something that I, from my own perspective as an Arab woman, have tackled over and over again and have seen as well, is the idea of like self-orientalizing. And many artists, for example, are not aware of that reality, and sometimes they practice that without them knowing about it. So it's almost like tokenizing yourself, and I've seen that, I want to say, within art school, within the gallery system, within Kuwait, outside of Kuwait, regardless of where we are. But it's all about, I want to say, articulating the narrative or articulating the purpose in a way where you're not I want to say orientalizing yourself and using that narrative to gain this kind of recognition, but it's about actively discussing this this narrative or this topic or this experience in a way that activates a discussion and changes, hopefully, or at least moves the discussion in a way. Not necessarily change, because change, you know, it doesn't take one person to create change, but hopefully once you present your story, you're able to activate many others and, you know, invite them to this exchange. And it's all about, I want to say, just choosing your words and also aligning yourself with your intent, and also educating yourself about, you know, for example, what it means to orientalize yourself. What does it mean to tokenize yourself? So, yeah.
Je peux répondre peut-être. Je pense que l'identité culturelle, en fait, elle joue un rôle important sur l'identité politique. En effet, l'identité culturelle englobe l'appartenance ethnique, la nationalité, la langue, la religion, l'histoire et les arts. Par contre, l'identité politique concerne les valeurs, les croyances et les idéaux. Ainsi, en nourrissant notre identité culturelle, elle impacte respectivement nos trajectoires politiques. Et du coup, je pense que les deux sont liés. Ouais. Merci Wada. Alia, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, je suis d'accord avec Alimama et Wadha. Je crois que, en fait, si je parle de moi-même, une artiste du Golfe qui vient de Dubaï, habite à Abu Dhabi, il y a beaucoup je ne veux pas dire, c'est un peu une cliché de dire il y a beaucoup de changements, le bâtiment et tout ça. Ça, c'est quelque chose, on a parlé déjà plusieurs fois dans les dizaines Dans les d'années, décennies précédentes. oui, plus que ça aussi. Mais ça, c'est aussi quelque chose de très important parce que, comme Aliamama a dit, que l'espace est quelque chose qui vraiment, il y a une très grand effet sur l'esthétique et aussi la regard sur la vie ou d'être aussi. Alors, je pense que euh, j'aime pas, aussi, je suis d'accord avec ce point-là quand vous dites qu'il y a que to orientalize yourself. Et ça, c'est quelque chose que moi, je pense que parfois, quand vous avez dit que c'est quelque chose qui est par hasard, mais plusieurs fois, je vois que si on est nous-mêmes aussi comme des individuels, il y a toujours la fondation de cette culture parce que si je parle de moi-même, je suis née à 1989 et pendant cette euh, époque, c'était vraiment mondial à Dubaï. C'était très mondial. Je ne peux pas mettre un cadre sur l'idée de culture qu'on peut voir directement dans les œuvres d'art. Merci beaucoup. Alors, c'est la première fois que j'anime une table ronde et je me rends compte que je suis assez terrible dans la gestion du temps. Donc, il nous reste 2 séquences, puis les questions. Donc, et évidemment, pour le temps de séquence, pour la présentation des œuvres, pardon, Wada et Alia, vous avez toujours le même temps. Peut-être que nous réduirons un peu le temps de conversation par la suite pour garder effectivement un petit moment d'échange avec les auditrices et auditeurs. Et donc, nous passons à la troisième séquence, alors, qui est la séquence qui porte sur l'invisibilisation. Et nous allons commencer par la présentation d'une série d'œuvres par Wada. Wada, c'est à toi. Oui, alors je vais d'abord présenter l'artiste. C'est la série photographique qui a été réalisée par Manal Doyan, qui est un artiste saoudien. Elle est née en 1973 à Dhahran et elle a grandi dans la province orientale du royaume. Dans sa pratique artistique, elle combine la photographie et les mixed media pour capturer les relations souvent contradictoires entre la tradition, la réglementation politique et les sociétés saoudiennes contemporaines. En particulier, Al-Doyan expose les façons dont les femmes saoudiennes contemporaines négocient et équilibrent leur rôle historique, moderne et culturel. L'artiste a exposé son travail à New York, Bruxelles, la Biennale de Venise, à Londres et à Sharjah.
Son travail fait partie de plusieurs collections publiques, notamment le Louisiana Museum of Modern Art au Danemark, ainsi que le British Museum et Mathaf, le musée arabe d'art moderne, Art Museum of Modern Art à Doha, qui en fait le British Museum et Mathaf, il présente les photographies qu'on va découvrir dans cette série qui s'appelle I Am. Avant de réaliser sa série I Am, qui se traduit Je suis, il y avait un événement très important pour toutes les femmes saoudiennes. En effet, en 2005, le roi Abdallah Al Saoud, qui est actuellement mort depuis 2015, a prononcé son discours inaugural lors de son accession au trône en Arabie Saoudite. Dans son discours, il a appelé tous les Saoudiens à se rassembler pour construire leur pays, y compris en particulier l'importance de la participation des femmes à cet appel à l'unité. Ce discours a suscité énormément d'espoir et d'enthousiasme parmi les militantes des droits des femmes, mais il a également attiré l'attention des conservateurs religieux et politiques qui ont soulevé la question. Mais quel genre d'emploi les femmes sont-elles autorisées à faire? Le discours de roi plus tard été interprété et clarifié par la presse et d'autres leaders d'opinion qui sont conservateurs, selon lequel les femmes ne participent qu'à des emplois qui, je mets en guillemets, qui correspondent à leur nature en tant que femmes. Ce qui a conduit Manal Doyen à se demander, mais qui définit ma nature de femme et quel emploi correspond à une nature de femme? Ces questions ont formé la base de la série photographique qui s'appelle I Am, Je suis. Et du coup, Manal a choisi de parler de la contribution historique des femmes au développement de leur société à travers les histoires des femmes dans ses photographies contemporaines. Et en fait, c'était une réponse visuelle, utilisant un projet d'art participatif. Elle avait invité des femmes de sa communauté dans sa série I Am. Doyen présente des femmes saoudiennes dans le marché du travail et dans le milieu du travail. Elle apparaît en tant que médecin, ingénieur, ingénieur, plancheur sous-marine et d'autres vocations qui sont typiquement liées aux hommes. Elle met en évidence à quel point les femmes saoudiennes sont impliquées dans de nombreuses sphères d'influence. Et les images, les photographes qui en résultent ont été conçus comme une collaboration d'idées et de sentiments de ces femmes vers le dialogue sur leur nature et ce qui lui convient. La série photographique est en noir et blanc, héberge une variété des femmes saoudiennes qui jouent des rôles quotidiens dans la société saoudienne. Dans le même temps, chaque photographie présente un bijou traditionnel placé de manière obstructive et contre nature, remettant en question les traditions culturelles qui empêchent les femmes saoudiennes d'élargir leur rôle sociétal. Et en conclusion, I Am, Je suis, a été produit en 2005, alors que moins de 3% des femmes saoudiennes occupaient un emploi formel. Aujourd'hui, ce nombre est monté à 16% et il continue à monter. Voilà, merci. Merci beaucoup, Ada, pour la présentation de l'œuvre de Manal Al-Doayan, qui effectivement a beaucoup travaillé sur cette question de l'invisibilisation des femmes, à vrai dire. Elle a également produit une série sur les femmes enseignantes, si je me souviens bien. Et cette question de l'invisibilisation est extrêmement importante, puisqu'on parle ici
plutôt de l'invisibilisation des femmes artistes, sujet que j'ai mentionné dans mon introduction. Mais évidemment, cette invisibilisation, décidément, touche à tous les domaines et par exemple, de plus en plus de recherches mettent en avant la manière dont les apports des femmes à certains domaines, notamment le domaine de l'informatique, de la médecine et tout plein d'autres domaines ont finalement été totalement mis sous silence, mis sur le côté de l'histoire et finalement on a attribué beaucoup de leurs mérites à des hommes. Bon, heureusement, l'avancée de la recherche permet aussi de redécouvrir ces histoires et de rendre hommage à toutes les pionnières qui nous ont précédés. Alors ma question, qui s'adresse encore une fois aussi bien aux artistes, Alimama et Alia, qu'aux chercheuses et commissaires d'exposition, Wada et Thérèse, j'aimerais savoir comment, à travers vos recherches ou à travers votre pratique artistique, vous essayez justement de lutter contre contre ce phénomène d'invisibilisation et quels sont les outils dont vous disposez aujourd'hui pour justement lutter contre cela. Wada, si tu souhaites répondre en premier, n'hésite pas, ou sinon tu peux laisser la parole. Je peux répondre. Oui, pour répondre à ta question, j'ai pensé à l'essai en fait de Virginia Woolf qui s'appelle Une chambre à soi, A Room of One's Own, qui est un texte très important dans l'histoire du féminisme, qui met en avant l'inégalité entre hommes et femmes. Au-delà de cette idée d'une chambre à soi, de la propriété ou tout au moins de la jouissance privée d'un lieu à soi et de l'indépendance financière indispensable pour qu'elle puisse devenir une romancière en se révêtissant l'inégalité sociale à laquelle elle est soumise de fait de son anatomie en femme, a besoin d'un lieu propre pour accomplir un travail d'artiste et de soutien. Quand je parle de soutien, ça peut être le soutien d'une famille, des maris, des institutions, mais aussi du gouvernement. Ça peut être aussi de collaboration. Les hommes ne sont pas nos ennemis, ils sont des collaborateurs et nous sommes les collaboratrices. Et du coup, il faut toujours travailler ensemble pour et casser ces frontières entre nous les deux. Il faut aussi, on a besoin de confiance et d'autonomisation des femmes, mais aussi la valorisation des idées, des pensées et des ambitions. Et selon mon expérience, j'ai commencé une initiative récemment que j'ai lancée qui s'appelle Mascaf. En fait, cette initiative est dirigée par deux femmes, moi et Elena Saranen, qui est aussi la cofondatrice de Mascaf. Et on ne considère pas que le projet est féminin, mais il est exemplaire dans le sens qu'on peut rendre visibles nos pratiques, et nos idées et nos ambitions grâce au soutien de nombreuses initiatives qui existent et qui apprécient notre travail. Et du coup, il est très important aussi pour les femmes de faire face aux tels problèmes et de récupérer notre place dans la société et le marché du travail. Merci beaucoup. Alors, je viens de me rendre compte que nous sommes déjà en train de discuter depuis presque 1 heure. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est de passer directement à la présentation de l'œuvre d'Alia. Je poserai la dernière question et ensuite, il y a beaucoup de questions de la part du public. Donc, tous les points que nous n'aurons pas abordés ou peut-être certaines perspectives qui n'auront pas eu encore le temps d'être mises en avant pourront l'être par la suite. Donc, Alia, je vais passer à la 4e séquence qui concerne donc les institutions, ce qui fait le lien avec certaines choses que tu viens de mentionner, Wada. Et donc, tu as choisi 2 œuvres. Je vais laisser pour l'instant celle-ci sur l'écran. N'hésite pas à me dire lorsque tu souhaites que je passe à la seconde œuvre. C'est à toi. Oui, j'ai parlé de la relation de photographie avec la peinture. Et quand j'ai étudié cette relation, il y avait un aspect très, on peut dire, comme mémoire qui n'est pas la mienne.
c'est une mémoire des femmes. Par exemple, je parle ici de cette peinture-là. C'est une image de Majalat al-Arabi, ou le magazine al-Arabi de Koweït. Et cette photographe, c'est d'une maîtresse avec les élèves dans une école émirienne depuis les années 60. Quand je vois ces photos, je sens que c'est une mémoire que je connais, mais pas vraiment, parce que je connais cette image euh, par l'histoire que mes tantes, ma mère m'ont raconté des écoles, dont on peut dire le début des écoles modernes. La pédagogie, education, modern education. Et alors, pour moi, cette image, c'était une commission que j'ai travaillé avec Dr. Arfi Arbash, qui elle est la founder of the Women's Museum, le musée des femmes à Dubaï. Et elle a choisi les photos. Et j'aimais beaucoup les photos. Il y avait des autres photos, mais je crois que oui, j'aime celle-là. Je crois que il y a un sens de quelque chose mystique, quelque chose un peu de fantaisie pour moi. L'histoire, c'est quelque chose que j'ai pas vu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de photographes et il y avait un peu, mais grâce à les histoires que j'ai entendues tout le temps de mes tantes et ma grand-mère et ma mère, c'est comme une fenêtre que je peux voir leur monde, on peut dire, oui. Merci Et beaucoup. c'est oui, sur toile, et j'ai vu les gens, oui. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Non. Ok. Alors, bah, merci beaucoup pour cette présentation de ton travail. Et justement, tu as mentionné le fait que ces deux œuvres avaient été commandées par le Musée des femmes à Dubaï. Ça, Euh, c'est important, oui. et ce Pardon. qui m'amène justement à la deuxième question, puisque évidemment, les institutions muséales jouent un rôle fondamental, disons, dans l'écriture de l'histoire de l'art, ce qu'on retiendra des œuvres, les artistes qu'on retient. Et donc, ma question qui est la dernière, mais Pardon, je peux ajouter quelque chose. pardon. Pour l'inauguration de ce musée, Dr. Arfi Arbash, elle a demandé de moi de faire. J'étais la commissaire d'exposition d'ouverture dans ce musée. Et les commissions aussi sont des artistes femmes de l'Émirat, mais on n'a pas choisi un thème. C'est juste l'œuvre des artistes, parce que parfois les thèmes des femmes artistes femmes, c'est un peu c'est a bit narrow, oui. Alors, je suis très contente que Dr. Bosch, elle a choisi cette peinture avec des autres artistes. Et ça, c'est un exemple des institutions qui donnent une chance à des artistes femmes. Euh, et aussi, peut-être, je peux ajouter qu'il y a une exposition de Baya, de Algérie, à Sharjah Art Museum. Et Ali Al-Mulla and the curator from Help Me Out, Barjil Art Foundation. Okay. Sorry, anyway, excuse me for that, but I really want people who have the chance to go see the exhibition to go and see it, because it is really an important exhibition of a female artist that we are all proud to
see the work of, and it's also a retrospective of an Arab female artist who started exhibiting since the 40s, and Sharjah Art Museum has created this, curated this incredible exhibition. And yes, I also want to mention that there are many examples happening today with like institutions giving chances for artists, whether emerging or even like modern artists who have passed away. Du coup, tu as répondu en partie à ma question. Donc, non, justement, puisque je voulais savoir, selon vous, si justement les institutions muséales ou les institutions d'art dans le Golfe donnent, selon vous, une place importante aux artistes femmes, finalement, et peut-être une place plus importante que les institutions occidentales. Et donc, je le disais, ce serait une question 2 en 1, puisque ma seconde question porte sur votre expérience, puisque vous avez toutes collaboré ou travaillé pour des institutions muséales dans le cadre d'expositions ou comme commissaire adjointe. Et j'aimerais savoir quelles ont été vos expériences en tant que professionnelle femme dans ces institutions et qu'en avez-vous retiré de positif comme de négatif. Alors, comme le temps nous a un peu compté, je vais vous proposer d'essayer de répondre en 5 minutes ensemble à cette question, et puis après nous passerons aux questions du public. Voilà, si vous souhaitez répondre, c'est à vous. Je laissais la parole aux autres pour la représentation des femmes dans les musées du Golfe, et puis après, je pourrais répondre pour ma part. Est-ce que c'est bon de faire comme ça? Ça me convient, si cela convient à tout le monde, oui. Je peux peut-être commencer. Oui, j'ai travaillé en fait dans un musée, dans Mathaf, qui est le musée arabe d'art moderne, et mon expérience était très positive. Il y a vraiment une forte présence des femmes qui dirigent non seulement Qatar Museum, mais aussi des départements. Il y a beaucoup de chefs de département qui sont femmes. Et du coup, notre moyen de travailler, c'est vraiment d'encourager les femmes, c'est d'écouter, c'est d'avoir un dialogue qui est ouvert autour des idées. Mais ça m'a, oui, mais j'avoue que parfois, oui, ça m'arrive. J'étais dans quelques situations où j'étais peut-être, je sais pas comment dire, c'est pour le simple fait que je suis une jeune femme. Et du coup, parfois, c'était difficile d'échanger des idées, mais vraiment avec le soutien des femmes et la collaboration avec des hommes qui travaillent dans ce domaine de musée. Il y a, oui, je pense qu'il y a beaucoup d'encouragement, il y a beaucoup de valorisation de nos idées. Et du coup, il nous encourage de proposer des projets, de suggérer des artistes et voilà. Mais je pense il est très important d'avoir une figure d'une femme qui dirige une partie de l'institution. Et on a en fait de la chance d'avoir Sheikha Al-Mayas Al-Thani qui est en fait la présidente de Qatar Museums, qui en fait gère tous les musées qui sont au Qatar. Et du coup, oui, il y a une forte présence féminine dans ce domaine. Oui, et du coup, oui, c'était très positif pour moi. Merci. Je me permets de poursuivre.
une minute. Alors, moi, mon expérience comme commissaire d'exposition pour l'œuvre de Ghada Amer a été également extrêmement positive. Elle était présentée au Musée d'art contemporain de Montréal, puisque, entre autres, j'ai eu l'impression que pour cette occasion, on aura privilégié la présentation également de 2 autres femmes artistes, dont une Québécoise, Valérie Blas, et puis l'artiste Wangechi Mutu du Kenya. Alors, ça a été extraordinaire, d'autant qu'il est rare qu'un musée présente des expositions de femmes artistes seulement. Mais par ailleurs, ça a un effet pervers, à mon avis, parce que à partir du moment où on a 3 femmes d'un coup qui sont montrées, il est presque attendu qu'une pause doit être prise par rapport à la présentation des femmes artistes, comme si c'était légitimé, c'est-à-dire que comme si tout à coup le ratio de présentation des femmes au musée était atteint et qu'on pouvait continuer à faire comme on le faisait normalement, c'est-à-dire à présenter plus d'hommes. Ce qui est jamais, jamais, jamais le cas pour la présentation des hommes artistes, on n'y pense même pas. Alors, voilà mon expérience, mais qui a été en général très positive. Merci beaucoup. Alia ou Alimama, souhaitez-vous ajouter quelque chose avant que l'on passe aux questions du public? Non, c'est bon. Ok, très bien. Merci à vous toutes, puisque pendant cette conversation, vous avez soulevé beaucoup de sujets, vous nous avez, présenté des œuvres fortes, importantes, parfois très, très intimes. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions de la part du public. Alors, je dois juste réussir à sortir de mon PowerPoint. Non, ce n'est toujours pas là. Alors, que voici. Alors, hop, et je vais passer à la conversation Zoom. Voilà, j'arrête de partager mon écran. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, pour les questions, je ne sais pas, on peut procéder peut-être dans l'ordre. Il y a une première question qui est d'un spectateur anonyme qui, je pense, s'adresse à Alimama ou à Alia. Je vais lire la question et celle qui désire répondre, n'hésitez pas. Je pense que vous pouvez lire aussi les questions si vous allez dans le Q&A. I'm sorry to raise a quite polemical question, but it seems important to me and non-anecdotal, since we do talk about the body in quite a free, open way. My question goes to Alimama or even to Alia. Do you think you could practice your art with the same freedom and the same range of possibilities into Gulf institution if you are not wearing hijab? You said, Alimama, that it was your choice. As both Occidental and Arabic young woman, the importance of the scarf as a cultural marker strikes me. I do not wear it, do not want to wear it, and my grandmother fought not to wear it. Alia ou Alimama, si l'une d'entre vous souhaite répondre. Je peux répondre. I'll answer in English. I think that I'll speak about myself and being in the UAE. It was never an issue in terms of institutions. We were always treated like not even male and female, let alone hijab or no hijab. It was something that was never like seen. Maybe I wouldn't even say like curators would look at it. I don't really think about it in terms of like selection or choosing. I think what is the concern is if I am wearing the hijab, this is only self-censorship that could be the case because of some societal maybe opinions that I personally have my own direction with. So I don't think that there will be any kind of discrimination because of wearing the veil. No, it's not seen this way. That's at least for me personally. Alimama, if you wish to reply. Yeah, I agree with Alia. Actually, I don't think the question isn't really about whether I wear a hijab or not. Again, it's something that I see that's almost like a personal choice to me. It's a conscious act, I want to say, of choosing what I want to reveal and what I want to kind of keep to myself as a woman personally. And that's a reason personally why I chose to wear the hijab at a young age.
However, I think something very important to address is that personally as well, I have faced that as well within the academic realm and within the gallery system as well in the West, where, you know, they would see you, for example, first of all, like even interviewing like for gallery assistant jobs back then, or internships, you know, I would email them and I would have the job. But once they interview me in person and they see the hijab, they're like they just disappear, you know. And I have faced that over and over again, and it's a horrible thing. However, I think in relation to my work, for example, that question is about like influence, because it's a part of me and I'm painting myself as my subjecthood, and it's a part of who I am. However, in regards of discrimination and all, I haven't experienced that, I want to say, regionally, really. Even abroad, I think it all depends on how you articulate your subject matter and your subjecthood as well. And I think also something to address as well. It's really to us as well. It's not, the question is not about, again, choosing to veil yourself or to unveil. It's a question of how do you address your womanhood? How do you present yourself? And how do you basically best reclaim your meaning of being a woman every single day? So it doesn't matter what symbol you choose to wear or what symbol you choose not to wear, really. It's about articulating your subject matter beyond kind of the image of who's the artist or what does the artist look like or the maker behind the work. So, yeah. Merci beaucoup. Thank you a lot to both of you. La prochaine question a été posée par Amel Chagour et s'adresse, je pense, à Thérèse. Donc la question est: bonjour, en référence à l'œuvre de Rebecca Belmore, peut-on évoquer une possible réparation? Assurément, j'aurais même dû le signifier dans ma présentation. La distinction que je ferais, c'est que c'est une réparation, oui, mais peut-être pas rendue à terme. C'est-à-dire que je ne parlerai pas de guérison par ailleurs, parce que la blessure est encore apparente et laisse entrevoir encore une souffrance. Alors, il y a une potentielle réparation, mais on ne peut parler encore de guérison. Alors, mais la remarque est tout à fait justifiée à propos. Merci. Alors la prochaine question, je pense, s'adresse à Wada. C'est la question de Yasmina Cherki qui demande qu'a-t-il écrit en arabe sur le panneau? Et donc je vais repartager mon écran puisque je pense que la question porte sur le panneau tenu par la première personne. Oui, il y a en fait une répétition du mot al-jahl dalam, ce qui veut dire l'ignorance et sombre. Je sais pas. L'ignorance est, pardon? Alia ou Alimama, si vous avez aussi une traduction, n'hésitez pas. En anglais, peut-être. Ignorance is dark. D'accord. Oui. Oui, c'est oui, l'ignorance est sombre, mais le sombre ne fait pas référence à la couleur. C'est plus, j'imagine, voilà. Que les sombres, dans un sens que tu es, oui, tu es dans un sens aveugle, sans la connaissance, sans le savoir, sans tout ça. Merci beaucoup. La prochaine question est de Saïd Nourine, qui demande si les panélistes ont connaissance des œuvres de l'artiste française Orlan, utilisation de la chirurgie esthétique sur elle-même pour un usage artistique dès le début des années 1990. Son travail porte entre autres sur l'autoportrait, sa défiguration, refiguration, hybridation. Éventuellement, un mot sur cet artiste et la pertinence de son travail qui date des années 1970 quant à la problématique de cette table ronde. Si une personne souhaite répondre, je pense que plusieurs d'entre vous peuvent prendre la parole. Je pense qu'on connaît tout le travail d'Orlan
et que pour avoir une meilleure idée, pour les personnes qui ne le connaissent pas, le MOOC présente justement, du Centre Pompidou présente un bon résumé du travail d'Orlan. Elle est incluse dans le MOOC et bon, la personne a raison d'évoquer ce travail, mais je ne sais pas si on peut élaborer ou développer autour du travail d'Orlan, mais bon, ça pourrait être un peu long. Très bien, donc je vais passer à la question suivante, qui je pense s'adresse une nouvelle fois à Wada, je pense. Alors c'est la question de Marianne Tiraboshi qui demande: l'artiste a-t-elle voulu représenter l'invisibilité des femmes en tant qu'artiste dans son pays ou en tant que femme, donnant un sens plus social à son œuvre? Oui, en fait, ce sont des femmes qui contribuent à la vie quotidienne en Arabie Saoudite. Ils ne sont pas forcément des artistes, mais et ils font des boulots qui ont cette implication avec des hommes. Et du coup, ils sont tout simplement des ingénieurs, des plongeurs de sous-marines et il y a en fait aussi une femme qui porte le drapeau de l'Arabie Saoudite. Il y a d'autres exemples d'une femme qui tient sa carte de l'ONU en fait. Et du coup, oui, c'est vraiment rendre visible ces femmes qui sont qui travaillent qui tiennent des postes qui sont hors nature de leur nature féminine, on veut dire. Et du coup, c'est une réponse visuelle à ces leaders qui ont commencé à questionner, mais il faut avoir un boulot qui corresponde à la nature d'une femme. Mais c'est très vague en fait, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans beaucoup de domaines différents. Oui, c'est effectivement ce qu'on voit dans cette œuvre, puisque pour faire le lien avec la question, donc elle est une femme artiste, mais justement elle utilise dans cette série en tout cas son art pour montrer que finalement les femmes en Arabie Saoudite avaient déjà exercé déjà plusieurs types de métiers et que finalement il n'y a pas on ne peut pas définir une sorte de nature femme, ou en tout cas assigner un type d'emploi à une nature soi-disant féminine, si je résume bien. Alors, je vais continuer avec les questions. Nous avons une question, et alors ça, je ne sais pas du tout, une question qui demande si nous avons des musées de la femme en France. Alors, en France, je ne sais pas. À Dubaï, oui, puisque Alia, tu as effectivement présenté deux de tes œuvres qui ont été commandées et qui sont désormais au musée des femmes à Dubaï. Pour la France, je ne sais pas. Alors, si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et je continue sur les questions. Alors, pour Marie Cabdé, il s'agit de quel musée? La question a été, je crois qu'il y a une réponse directement dans la conversation. Donc, je vais continuer avec la question de F. Combe qui demande: est-ce qu'on peut évoquer, à propos de la place des femmes artistes, les différences entre les Émirats et les autres pays arabes? Océane, tu peux... j'ai pas entendu la Répétez question. la question. Alors, la question porte sur les différences quant à la place des femmes artistes, pardon, entre les Émirats et les autres pays arabes. Euh, je crois qu'il n'y a pas de différence ici entre les femmes et les hommes. Pas, non, pas du tout. Il y a beaucoup, la première génération, il y a Najat Makki, Fatma Louta, des autres, et aussi également avec les hommes. Et après, les autres générations aussi, plutôt le même, et maintenant aussi. Peut-être il y a plus des femmes maintenant que des hommes, avec l'art contemporain seulement, mais ça c'est tout.
Je vais me permettre de reformuler parce que je pense, si je ne me trompe pas, que la question Je parle, porte oui. sur la différence entre la place des femmes artistes aux Émirats par rapport aux autres pays du monde arabe, peut-être. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas moi-même. Peut-être Wadha, elle a une broader vision, oui. Parce que moi, je parle comme une artiste de Dubaï, je parle internal, oui. Oui, je pense en fait ça tout dépend en fait sur le rôle des institutions parce que c'est le rôle des institutions qui font la présentation de ces femmes artistes. Et du coup, ça dépend d'un pays à un autre. Et en fait, dans beaucoup de pays arabes, il n'y a même pas des musées nationaux, il y a des musées privés. Par exemple, je peux penser à Ashkal Alwan au Liban, c'est pas une initiative gouvernementale. Et aussi Surso, qui était plus tard transformé en tant qu'un musée public, mais c'était une initiative personnelle d'une famille. Il y a beaucoup d'exemples. Et du coup, ça dépend sur les initiatives soit des familles, soit des collectionneurs, soit du gouvernement. Et du coup, moi, je viens du Qatar et je peux peut-être vous donner commentaire sur la situation là. Je trouve que oui, les femmes sont assez présentes dans le domaine artistique. Il y a un endroit au Qatar qui s'appelle Fire Station, qui est une place pour des résidences. Et elle accueille en fait beaucoup d'artistes, hommes et femmes. Mais oui, j'ai observé qu'il y a en fait beaucoup de femmes artistes. Et, euh, et du coup, ça vraiment dépend d'un pays à un autre, d'une initiative à un autre, privé, public. Oui, ça vraiment dépend. Merci beaucoup. La prochaine question s'adresse à Ali Mama. Alors, la question est pourquoi avez-vous voulu extérioriser le racisme que vous avez vécu? Quelle était la raison? Pouvez-vous nous dire un exemple de racisme que vous avez vécu à New York? Pour information, la traduction sera faite en français si vous choisissez de bénéficier de la traduction. Ali Mama, je te laisse répondre. So first of all, I want to say that these multiple encounters have been faced many times while I was there, but in different occupations. So, for example, while I was in my bachelor's, I had actually an academic director, for example, come to my studio and ask me, for example, where are you from? And I was like, I'm from Kuwait. And he's like, oh, why don't you go back and drive your Ferrari? You know, comments like that. Two, for example, then taking a gap year and working in multiple galleries, for example, startup galleries, blue chip galleries, and dealing with racist gallerists who would say things that unfortunately, I do not want to say them publicly, but really hurtful personal things about my race and about my culture and about my religion and my appearance, for example, multiple times from different people asking me hyper political sensitive questions during the job. And I did it, you know, that was my first encounter ever to experience these things. And personally, as a person, I always like to tackle these issues on my own. I don't like to burden others, you know. And I think that was also part of growing up and kind of realizing that, hey, you know, once you're out in the world, there isn't this academic safety net as well. And it was a different kind of reality for me. And then when I entered into grad school and I was, you know, working with amazing mentors, amazing peers, I was able to kind of voice that out for the first time and kind of let it out for the first time and articulate it in a way where it's coming from my own perspective as a woman. And not just as an Arab, not just as a Muslim, but as a woman. And
they helped me as well, kind of challenge my vocality as well with that. And this is when I knew, I remember my first semester of grad school, I didn't make a single work. I was just researching within myself, researching about these topics, having piles of books in my studio, and that was it. Because I needed to know, how will I speak about these issues? How will I heal myself from these issues? And how can I kind of create an active work that can, make not only, present these questions, but also articulate them in a way where I can start a productive discussion, and a discussion that needs to be heard, and an experience that has been experienced by multiple women across the globe, from different races, different faiths, different beliefs. So that was kind of my way, I want to say, or my journey, I want to say, of articulating these things. And then one thing, that unfortunate thing that I do not wish anyone to go through, is having my hijab taken off my head by a random guy on the street in New York who was unconscious. That was traumatizing as well. And when I experienced that, I felt like I was, my space has been invaded. Someone took something that was very valuable to me, and it's a conscious choice from me, away from me. And it was in a matter of seconds, but it left a huge mark on me. And that mark as well, like, not only did I had to take my time to heal myself from myself, but also, like, how do I address this issue now? And how do I address it in a productive, again, way, and not in a way where I'm just speaking about it. Speaking about it is a conversation starter, and it's a start to change, but also, how can I activate and reclaim the work, and kind of reclaim my power, I want to say, really. So yeah. Thank you so much, Imama, for going back through these stories and sharing them with us. I think, pardon, et je repasse en français. C'est une gymnastique intellectuelle incessante. Justement, je pense que les expériences que tu viens de partager, finalement, posent aussi la question de la nécessité d'avoir au sein des structures et des musées des personnes, des femmes ou des personnes qui font partie des minorités, justement pour éviter d'avoir une sorte de, comment dire, de phénomène un peu superficiel dans lequel on ferait quelques expositions de femmes de temps en temps, ce qui rejoint ce que disait Thérèse tout à l'heure. Donc voilà, vous mettrez quelques expositions de femmes en disant, voilà, on a fait notre exposition pour cette année, hop, et puis on repasse après un modèle traditionnel où on n'expose que des hommes, sans en fait avoir un vrai changement à l'intérieur même de ces structures. Alors, comme il nous reste 1 minute, bon, je pense qu'on dépassera peut-être de 2 minutes, je vais essayer de, de réunir plusieurs questions. Je vais les poser à la suite, et puis voilà, vous pouvez répondre à celles qui vous semblent pertinentes pour finir, mais elles sont toutes plus ou moins en lien. Alors, il y a une question de Saïd Nourine sur le fait que les écoles d'art en France accueillent une majorité de femmes, c'est statistique, et pourtant très peu d'entre elles sont exposées, c'est un constat. Que faire pour crever ce plafond de verre? Alors, je cherche une autre question que j'ai vue dans la conversation et non pas dans les questions-réponses. Alors, j'essaie de la trouver, je ne la trouve pas, mais de mémoire, cette question portait sur, au sein des institutions dans lesquelles vous avez travaillé, est-ce qu'il existait des initiatives particulières pour que ces institutions, ou des initiatives féministes de mémoire, pour que ces institutions deviennent finalement plus inclusives et représentent mieux et plus les artistes femmes ou les artistes issus des minorités? Et alors, est-ce que... Et il y a beaucoup de questions, donc tout cela suscite beaucoup d'intérêt, ce qui est vraiment super, mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Et donc, je vais mettre une troisième question. Y a-t-il des différences culturelles en termes de réception des œuvres, réception du public, réception institutionnelle et médiatique? Voilà, donc si vous souhaitez répondre à l'une ou à l'autre des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, peut-être je peux répondre à la question qui concerne des initiatives féministes. Oui, c'est mon expérience au MATAF. En fait,
comme le MATAF est situé dans Education City, qui est en fait un grand campus, un grand campus qui comprend beaucoup des universités qui sont internationales. Le MATAF est situé là et travaille beaucoup avec des universités. Et du coup, nous, on essaye de concevoir des programmes en collaboration avec des universités. Et du coup, oui, il y avait une initiative, en fait, un club qui vient d'une université américaine qui s'appelle Georgetown. Et autour de la journée internationale des femmes, par exemple, chaque année, on organise une table ronde autour des œuvres dans une salle de la collection permanente de Mataf. Il y a en fait une salle qui s'appelle les femmes dans la société. Et du coup, cette salle d'exposition est devenue en fait, l'endroit où on se dialogue, où on se parle et on échange aussi des idées. Et du coup, et je pense, j'arrive pas à penser à d'autres initiatives, mais normalement, oui, le musée travaille avec beaucoup d'initiatives, soit des universités, soit des institutions, etc. Et du coup, oui, on essaye, on essaye d'avoir cette intégration des femmes dans le musée. Ouais. Est-ce que je peux me permettre une intervention? Moi aussi, je trouve qu'il est important ici d'ajouter le fait que dans les institutions académiques, dans les institutions d'enseignement, il faut former de plus en plus d'étudiants, d'étudiantes à la présence des femmes en art, puisque ce sont ces mêmes personnes qui se retrouveront, et c'est déjà le cas pour moi, puisque ça fait un bout de temps que j'enseigne, ce seront donc ces mêmes personnes qui, plus tard, vont occuper des postes dans les musées, dans les galeries, dans les centres d'art et sensibiliseront à leur tour les personnes avec qui elles travaillent pour que les femmes soient davantage présentes dans ces institutions et qu'on arrive à crever, comme dit la personne qui a posé la question, le fameux plafond de verre. Là. Il faut faire des petits et des petites pour la suite des choses. Merci. Wada ou Alia, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose peut-être pour conclure sur ces questions? Ce n'est pas obligé. Hein. Donc, de toute façon, nous arrivons à la fin de l'heure qui nous était allouée. Nous avons un petit peu dépassé, mais ce n'est pas très grave. Alors, je pense, voilà, j'avais mis une dernière slide avec des remerciements, puisque une nouvelle fois, je tenais vraiment à remercier l'ensemble des intervenantes, Alimama, Alia, Thérèse et Wada. Ce fut un plaisir de vous écouter aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir encore une fois partagé votre expérience, vos expertises également, votre art aussi. Un grand merci à Marion Lalanne et Stéphanie Hayworth qui nous ont offert l'interprétariat de l'ensemble de la table ronde aujourd'hui. Donc un immense merci Marion et Stéphanie. Merci également à Cécilia Altieri et à Fanon Martin de l'Alliance française de Bahreïn pour avoir été à l'initiative de cette table ronde. Et merci également à Aliénor Filbert, donc du Centre Pompidou, qui a également participé à l'organisation de cette table ronde. Si vous avez des questions, vous pouvez peut-être continuer à les faire parvenir directement aux différentes intervenantes. Je pense que dans la conversation, il y a eu les comptes Instagram qui ont été partagés. Donc voilà, n'hésitez pas à les suivre et puis à prendre contact avec elles directement. Et puis j'espère que nous aurons l'occasion prochainement d'organiser un autre événement de cette envergure pour encore une fois continuer à mettre les femmes non seulement sur le devant de la scène, mais surtout leur donner le micro puisque ce sont des voix que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui.
Merci à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, selon là où vous êtes actuellement. Océane, merci beaucoup et merci à tout le monde aussi. Merci. Merci beaucoup. Thank you, everyone. Thank you for attending, and thank you as well, Ocean, for moderating. Thank you, Alia, Watha, Therese, for being here. And it's a pleasure to be among you all and to speak with one another. Thank you. Merci tout le monde.